Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 histoires réelles de voyageuses solitaires qui ont disparu sans laisser de traces. Chaque cas est un mystère troublant, rempli de questions sans réponse et de détails inquiétants. Nous examinerons les derniers moments connus de ces femmes, les recherches qui ont suivi et les mystères glaçants qui subsistent. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans ces disparitions inquiétantes qui continuent de déconcerter les autorités et de hanter les familles. C'était le 13 juillet 2020 lorsque Jean Tigue a été vu pour la dernière fois quittant l'auberge Help Yourself à Parede, au Portugal. Jean, une femme de 38 ans originaire du comté de Cavan, en Irlande, avait son sac à main avec elle mais avait laissé son passeport et la plupart de ses affaires derrière elle. Ce détail inhabituel a intrigué sa famille et les enquêteurs. Jean était une voyageuse expérimentée, souvent prête à partir à l'improviste. Sa famille ne s'est pas inquiétée au début lorsqu'ils n'ont pas eu de nouvelles. Ce n'est qu'en janvier 2021, 6 mois plus tard, que sa famille a signalé sa disparition. À ce moment-là, les comptes de médias sociaux de Jean montraient encore de l'activité, ce qui a ajouté à la confusion. Le jour de la disparition de Jean, elle a été vue quittant l'auberge avec un homme qui parlait avec un accent brésilien. Cet homme n'a jamais été identifié et reste une figure clé dans ce mystère. La sœur de Jean, Leona Tigio, pense que cet homme pourrait être la dernière personne à avoir vu Jean vivante. Vivant à New York et travaillant comme infirmière, Leona a jonglé entre son travail et ses recherches d'informations. Elle a effectué plusieurs voyages au Portugal s'entretenant avec des habitants, mais ses efforts ont été en grande partie vains. Les autorités portugaises ont été lentes à réagir, ne déclarant Jean personne disparu que 3 ans après sa disparition. Leona se souvient de la dernière communication qu'elle a eue avec sa sœur. Le 13 juillet, Jean l'a appelée, mais Leona a manqué l'appel. Elle lui a envoyé un message demandant si tout allait bien. Jean a répondu « Oui, tout va bien ». Ce furent les derniers mots qu'elle entendit de sa sœur. Jean avait un billet retour pour Dublin réservé pour le 15 juillet, mais elle n'a jamais embarqué sur le vol. Au lieu de cela, elle a disparu sans laisser de traces, laissant sa famille dans l'angoisse. La famille Tigue a engagé un détective privé qui a confirmé que Jean avait quitté l'auberge avec l'homme brésilien, mais n'a trouvé que peu d'autres informations. Le personnel de l'auberge se souvenait de Jean partant, mais ne connaissait pas l'identité de l'homme ni leur destination. L'un des aspects les plus déroutants de la disparition de Jean est l'activité sur ses comptes de médias sociaux. Son Instagram et son Facebook ont été actifs jusqu'en février 2021, 7 mois après qu'elle ait été vue pour la dernière fois. Des publications ont été faites, des messages ont été envoyés et les comptes semblaient en usage. Mais Leona et sa famille croient que ce n'était pas Jean. L'ex-petit ami de Jean, Cheuki Tamba, qui avait signalé sa disparition pour la première fois à la police portugaise, a été retrouvé mort dans son appartement à Alcabideche, près de Parede. Sa mort a ajouté une sombre tournure à l'histoire, mais il reste incertain si elle est liée à la disparition de Jean. Elle croit qu'il y a eu un manque d'urgence de la part des forces de l'ordre portugaises et de l'Angarda Síochána en Irlande. L'accès aux comptes de médias sociaux et bancaires de Jean pourrait fournir des informations cruciales, mais des obstacles bureaucratiques ont retardé le processus. Meta, la société mère de Facebook et Instagram, est prête à aider, mais nécessite une lettre formelle des autorités qui n'a pas encore été fournie. Les efforts de Leona pour sensibiliser le public à l'affaire de sa sœur incluent sa participation à des podcasts et des interviews médiatiques. Elle espère qu'en gardant l'histoire de Jean sous les projecteurs, quelqu'un détenant des informations se manifestera. La page Facebook de la famille dédiée à la recherche de Jean a reçu des messages de personnes du monde entier, certaines partageant leurs propres expériences de retrouvailles avec des proches disparus après des années. Malgré les difficultés, Leona reste optimiste. Elle croit que quelqu'un, quelque part, sait ce qui est arrivé à Jean et que le mystère de la disparition de sa sœur peut encore être résolu. Elle a appelé le gouvernement irlandais à faire pression pour obtenir des réponses et à tenir les autorités portugaises responsables de leur lenteur à réagir. Le manque de progrès a eu un impact profond sur la famille Tigue, incapable de faire leur deuil correctement sans savoir ce qui est arrivé à Jean. Et Leona craint que certains membres de la famille ne puissent continuer longtemps. Leona a également remis en question la rigueur de l'enquête. Elle veut savoir pourquoi certaines pistes, comme l'application de rencontres que Jean utilisait, n'ont pas été pleinement explorées. Elle croit que cela pourrait être la clé pour comprendre ce qui est arrivé à sa sœur. Les gens rencontrent d'autres personnes par le biais de ces applications tout le temps, et cela semble être un point de départ évident. C'était à la fin du mois de décembre 2023 qu'Anna Knežević, une Colombienne de 40 ans, a pris un vol de Fort Lauderdale à destination de Madrid.
Anna avait quitté son mari, David Knežević, en Floride, au milieu d'un divorce amer. Elle espérait que l'Espagne serait un nouveau départ, loin des conflits avec son mari séparé. La vie d'Anna à Madrid a bien commencé. Elle adorait la culture vibrante et l'atmosphère de la ville et s'est rapidement installée dans son nouvel appartement. Anna a même recommencé à sortir avec des hommes et envoyait des messages à ses amis et à sa famille pour exprimer son enthousiasme pour sa nouvelle vie. Le 2 février 2024, Anna a été vue sur les images de vidéosurveillance entrant dans son appartement vers 14h30. Ce soir-là, elle a passé un coup de fil à une amie ayant l'air normale et joyeuse. Cependant, ce serait la dernière fois que quelqu'un entendrait parler d'elle. Le lendemain matin, ses amis ont reçu des messages étranges depuis le téléphone d'Anna. Les textos affirmaient qu'elle avait rencontré un homme merveilleux et qu'elle allait passer du temps avec lui dans une région éloignée avec peu de services cellulaires. Ces messages étaient inhabituels. L'inquiétude s'est transformée en alarme lorsque le frère d'Anna, Felipe Henao, et sa meilleure amie, Sana Ramo, n'ont pas pu la joindre. Felipe, qui était très proche d'Anna, savait que quelque chose n'allait pas du tout. Il a contacté les autorités espagnoles, déclenchant une enquête multinationale impliquant le FBI, la police nationale espagnole et les autorités de Colombie et de Serbie. L'enquête s'est rapidement concentrée sur David Knežević, le mari séparé d'Anna. Le couple gérait EOX Technology Solutions Incorporated, une entreprise de support informatique, et possédait plusieurs propriétés en Floride. Leur divorce était un véritable champ de bataille, en particulier en ce qui concerne la division de leurs biens considérables, incluant des propriétés d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Les déplacements de David avant et après sa disparition étaient suspects. Il s'est envolé de Miami à Istanbul le 27 janvier, puis s'est rendu en Serbie, où il a loué une Peugeot 308 le 29 janvier. Il a parcouru plus de 7700 km au cours des jours suivants, une distance qui lui aurait permis de faire plusieurs allers-retours entre Madrid et Belgrade. Des images de vidéosurveillance du 2 février ont montré un homme ressemblant à David en train d'acheter de la peinture en spray et du ruban adhésif dans un magasin de Madrid. Ce même soir, un homme portant un casque de moto a été vu entrant dans l'immeuble d'Anna et en train de pulvériser de la peinture sur l'objectif d'une caméra de sécurité. Une heure plus tard, cet homme a été vu quittant l'immeuble avec une valise. Les autorités ont également découvert que David avait demandé à une femme colombienne qu'il avait rencontrée sur une application de rencontre de traduire un message en espagnol colombien parfait. Le message traduit a été envoyé depuis le téléphone d'Anna à ses amis le jour suivant sa disparition, ce qui a encore renforcé les soupçons. David a été arrêté à l'aéroport international de Miami le 4 mai 2024. Accusé d'enlèvement, il s'est vu refuser la libération sous caution en raison du risque de fuite lié à sa richesse et à ses connexions internationales. David, qui clame son innocence, affirme qu'il se trouvait en Serbie au moment de la disparition d'Anna. La famille d'Anna a tenu une conférence de presse le 9 mai. Son frère Felipe, visiblement bouleversé, a exhorté toute personne détenant des informations à se manifester. Malgré les mois écoulés depuis la dernière apparition d'Anna, la famille se garde l'espoir que les autorités découvriront la vérité. La plainte détaillée du FBI contre David exposait les preuves circonstancielles suggérant son implication dans la disparition d'Anna. Mais sans le corps d'Anna ou une preuve définitive de son sort, de nombreuses questions restent sans réponse. Les preuves sont convaincantes, mais pas concluantes. Les images de vidéosurveillance, les messages suspects et l'itinéraire de voyage bizarre de David pointent tous vers son implication, mais ne fournissent pas une image complète. La famille d'Anna continue de chercher des réponses, s'accrochant à l'espoir qu'elle soit encore en vie quelque part. L'enquête est en cours, avec des autorités de plusieurs pays travaillant sans relâche pour découvrir la vérité. Mais tant qu'Anna ne sera pas retrouvée, vivante ou décédée, sa disparition restera un mystère inquiétant. Le 12 décembre 2018, la colocataire de Carla Valpeos à l'auberge Parihuana à Cusco, au Pérou, s'est réveillée pour découvrir que Carla avait disparu. Carla, une femme de 35 ans, légalement aveugle, originaire de Détroit, voyageait beaucoup avant de perdre complètement la vue en raison d'une maladie dégénérative des yeux. Elle était venue au Pérou pour le mariage d'une amie et pour célébrer son 35e anniversaire, réalisant son rêve de gravir le plus haut sommet du Machu Picchu le 11 décembre. Carla avait rejoint un groupe de touristes pour explorer le Machu Picchu. Malgré son handicap visuel, elle était déterminée à vivre pleinement l'expérience et des photos la montrent souriante au sommet. Ce soir-là, le groupe est retourné à Cusco et a fêté l'événement dans un club local.
Carla partageait sa chambre d'auberge avec une femme du groupe. Le lendemain matin, sa colocataire a remarqué son absence vers 9h30 et la dernière communication de Carla a été un message WhatsApp vers 10h discutant de ses plans pour visiter un musée. La disparition soudaine de Carla a immédiatement suscité l'inquiétude. Sa famille, en particulier son frère Carlos Valpeos, était profondément préoccupée car elle restait toujours en contact pendant ses voyages. Carlos, vivant à Brooklyn, New York avec leur père, Carlos Senior a rapidement pris des mesures. Carlos Senior s'est rendu au Pérou pour rejoindre les efforts de recherche. L'enquête initiale a révélé que Carla avait pris un taxi le matin du 12 décembre. Des images de vidéosurveillance l'ont montré entrant dans un taxi et la police pensait qu'elle se dirigeait vers un centre de transport à Cusco pour prendre un bus ou une navette pour faire du tourisme. Sa destination exacte restait floue, mais elle avait manifesté son intérêt pour explorer davantage la région. Carla était une voyageuse expérimentée en solo, ayant visité des pays comme le Yémen, l'Égypte et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle était une militante pour les personnes malvoyantes et avait écrit un livre de voyage intitulé « Aventure sans vision ». Sa famille savait qu'elle ne disparaîtrait pas sans laisser de traces. Elle avait prévu de retrouver une amie, Alicia Steele, à l'aéroport de Lima le 15 décembre pour rentrer au Michigan. Alicia l'a signalée comme disparue et a annulé son vol pour aider aux recherches. Carlos Senior a fouillé la vallée sacrée, une région reculée des Andes péruviennes, distribuant des flyers interrogeant les habitants et explorant les champs de maïs et les grottes. Vivant sur ses économies et des dons, il logeait dans de petits hôtels et mangeait peu, porté par l'espoir de retrouver Carla. Plusieurs théories ont émergé au cours de l'enquête. L'une suggérait que Carla avait eu un accident dans le parc archéologique de Pisac, un site qu'elle avait exprimé le désir de visiter. Une autre théorie, soutenue par sa famille, impliquait un acte criminel. Carlos Jr. pensait qu'un opportuniste avait pu cibler sa sœur pour un vol ou une agression, entraînant sa disparition. Il soupçonnait que son corps pouvait être enterré dans les montagnes de la vallée sacrée. La famille a critiqué la gestion de l'affaire par la police péruvienne, décrivant leurs efforts comme désorganisés. Ils ont demandé une plus grande implication du gouvernement américain, espérant que le FBI collaborerait avec les autorités péruviennes. Les efforts de recherche de Carlos Senior incluaient le traçage des personnes ayant rencontré Carla avant sa disparition, la récupération de son sac à dos à l'auberge et la demande d'images de vidéosurveillance. Il a travaillé avec la police locale pour fouiller des maisons suspectées d'abriter de la drogue, espérant trouver un indice qui mènerait à Carla. Un élément de preuve significatif était une vidéo de Pisac montrant Carla marchant rapidement avec son sac à dos vert et sa canne blanche environ 1 heure après avoir quitté son auberge. Ces images, ainsi que des témoignages, indiquaient qu'elle se dirigeait vers le parc archéologique de Pisac. Malgré des recherches intensives, aucune trace de Carla n'a été trouvée dans le parc. Au fil du temps, la police a élaboré une nouvelle théorie. Carla aurait pu être attirée vers l'un des nombreux sites rituels de la région où les touristes essaient souvent l'ayahuasca, une puissante potion hallucinogène. La famille de Carla a nié cette hypothèse, insistant sur le fait qu'elle n'aurait pas pris de drogue volontairement. Ils croyaient qu'elle était victime d'un crime, peut-être impliquant une agression. Carlos Jr. et son père ont poursuivi leur enquête indépendante, rassemblant des indices et suivant des pistes. Ils étaient frustrés par le manque de progrès et la lenteur de la réponse des autorités péruviennes et américaines. Malgré les obstacles, ils restaient déterminés à retrouver Carla et à la ramener chez elle. En avril 2010, l'américaine Aubrey Caroline Sacco, âgée de 23 ans, était dans la dernière phase de son voyage de 5 mois à travers l'Asie du Sud. Après avoir visité l'Inde et le Sri Lanka, elle décida de terminer son périple par une randonnée en solo dans l'Himalaya, au Népal. Aubrey, une jeune femme aventurière et libre d'esprit, titulaire d'un diplôme en art et en psychologie de l'Université du Colorado, avait passé son temps au Sri Lanka à chercher des pieuvres, à faire du bénévolat dans un orphelinat et à étudier le yoga en Inde. Après une visite à Darjeeling en Inde, elle se dirigea vers le Népal. Aubrey avait informé sa famille qu'elle allait faire une randonnée dans le parc national de Langtang, près de la frontière tibétaine, et qu'elle leur donnerait des nouvelles dans quelques jours. Le 21 avril 2010, elle entama sa randonnée en solo. Sa mère, Connie, s'attendait à recevoir de ses nouvelles au plus tard, le 30 avril. Lorsque ce jour passa sans aucun contact, sa famille commença à s'inquiéter. Début mai, Connie contacta l'ambassade américaine à Katmandou. Les responsables de l'ambassade suggérèrent que des troubles civils, en particulier une rébellion maoïste, pourraient avoir retardé Aubrey dans les montagnes. Le 16 mai, le père d'Aubrey, Paul et son frère aîné, Crofton, s'envolèrent pour Katmandou afin de la rechercher.
Aubrey fut vue pour la dernière fois dans le village de Langtang le 22 avril, à environ 55 km au nord de Katmandou. Au départ, les villageois déclarèrent qu'Aubrey était parti dans l'après-midi. Mais plus tard, certains prétendirent ne pas l'avoir vue du tout. Scott McLennan, un Américain qui dirigeait des missions médicales dans le Langtang, rejoignit les recherches. Il soupçonnait qu'Aubrey avait pu être victime de jeunes soldats de l'armée connus pour leurs abus envers les femmes. Il nota que les filles locales évitaient de rester près des postes militaires pour des raisons de sécurité. D'autres théories, plus inhabituelles, émergèrent. Un expatrié néerlandais à Pokhara suggéra que la disparition d'Aubrey était un acte sacrificiel perpétré par des sorcières. Certains locaux spéculèrent que son attitude ouverte et amicale avait pu conduire à son viol et à son meurtre. D'autres théories incluaient son enlèvement par des trafiquants de sexe ou sa détention dans un monastère isolé. Un adolescent médium affirma que 3 garçons l'avaient enterré sous des rochers près de la forêt. Une autre possibilité était qu'Aubrey était tombé dans la rivière. Le sentier qu'elle suivait traversait plusieurs fois des berges escarpées et la rivière, rendant le parcours dangereux. La famille Sacco se rendit plusieurs fois au Népal, essayant de localiser Aubrey avec l'aide de contacts locaux, de politiciens influents du Colorado et même du FBI. Malgré des recherches approfondies autour de Langtang, aucun signe d'Aubrey ou de ses restes ne fut trouvé. Connie Sacco devint suspicieuse face au refus des autorités d'utiliser du matériel de recherche, suggérant que le gouvernement et la police ne voulaient peut-être pas découvrir ce qui était arrivé à Aubrey. La police népalaise défendit ses actions, affirmant qu'ils avaient fouillé la zone et sollicité l'aide de chamans. En avril 2013, Paul et Connie retournèrent au Népal pour la 3e fois. Ils apprirent par des témoins que des soldats avaient été signalés près de la maison de Te Namasté le jour de la disparition d'Aubrey. 3 mois plus tard, ils furent informés que les meurtriers d'Aubrey avaient été arrêtés. Le 31 juillet 2013, Dawa Lama, un homme de Langtang, leur annonça que la police avait arrêté 3 hommes qui avaient avoué avoir tué Aubrey. Le journal népalais Republica rapporta qu'un des suspects possédait l'appareil photo d'Aubrey, et des morceaux de ses vêtements furent retrouvés chez un autre suspect. Les 3 hommes furent arrêtés. Cependant, le 1er août, la famille apprit que l'inspecteur de police népalais doutait du témoin qui avait changé sa version des faits. En l'absence de preuves matérielles, les 3 suspects furent relâchés après 28 jours de détention. Aucune autre arrestation ne fut effectuée et l'affaire tomba dans l'oubli. Lorsqu'un tremblement de terre dévastateur frappa Langtang en avril 2015, tuant environ 9000 personnes et en blessant 21 000 autres, il ensevelit le village de Langtang sous une avalanche. La famille Sacco sentit que leurs espoirs de retrouver Aubrey s'étaient enfouis sous les décombres. Certains de ceux qui auraient pu avoir des informations sur le sort d'Aubrey étaient probablement morts ou portés disparus après le séisme. La famille Sacco continua ses efforts pour retrouver Aubrey via les réseaux sociaux et des appels aux autorités. Paul Sacco trouva une photo sur l'ordinateur portable d'Aubrey montrant un homme dans un café à Darjeeling qui pourrait avoir des informations sur sa disparition. Paul enregistra un album intitulé « Finding Aubrey » pour exprimer sa douleur et célébrer la vie de sa fille. Connie reste pleine d'espoir malgré le mystère persistant entourant la disparition de sa fille et la dévastation causée par le tremblement de terre. Le 10 avril 2023, Patricia Woomurad, âgée de 60 ans et connue sous le nom de Patty, quitta la maison d'hôte Mandokoro à Nara, au Japon. Randonneuse passionnée originaire du Connecticut, elle entreprit la route Koichi du sentier Kumano-Kodo sur Honshu, l'île principale du Japon. Patty, qui avait déjà randonné en Espagne, en France, en Jordanie et en Égypte, attendait ce voyage avec impatience. Malheureusement, ce fut la dernière fois que quelqu'un la vit. Patty avait soigneusement planifié son voyage, prévoyant de parcourir une section de 18 km du sentier, estimée à 7 à 9 heures de marche. Elle était attendue dans son prochain hébergement à Osaka en fin d'après-midi. Lorsqu'elle ne se présenta pas, le personnel de l'auberge signala sa disparition à la police locale. La police locale lança une opération de recherche de 72 heures le 11 avril, mais malgré leurs efforts, aucune piste ne fut trouvée. La recherche fut interrompue le 13 avril, le jour même où le mari de Patty, Kirk Murad, reçut un appel du consulat américain. Kirk, accompagné de leur fille Murphy et de leur fils, s'envola pour le Japon pour commencer leurs propres recherches. À leur arrivée, la famille fut frustrée par le manque d'urgence de la part de la police locale. Malgré l'aide des autorités, il n'y avait pas de plan d'action clair. Kirk et sa famille parcoururent le col de Muratoj où Patty était censée randonner, mais ils ne trouvèrent rien. Ils créèrent une page GoFundMe pour lever des fonds afin d'engager une équipe privée de recherche et sauvetage appelée Mountain Works. Avec l'aide de bénévoles et de dons, ils organisèrent la plus grande et la plus longue recherche d'une personne au Japon, mais sans succès. Kirk exprima sa frustration en déclarant «
Il n'y a aucun vêtement, aucun témoin, pas de sang, il n'y a rien, c'est ça le plus frustrant. Il critiqua la lenteur de la réaction de la police locale et leurs ressources limitées le week-end. La recherche ne reprit que le 18 avril, après l'intervention du sénateur américain Richard Blumenthal. Malgré des efforts considérables, la recherche ne donna aucun résultat. Au moment où la famille fut informée, le téléphone de Patty était déchargé, empêchant d'accéder à sa localisation. Les lois japonaises sur la vie privée compliquèrent davantage les efforts pour récupérer les données de sa carte eSIM, laissant Kirk et sa famille sans aucune piste solide. Au fil des semaines, Kirk craignait le pire. Kirk et Murphy se concentrèrent sur les données de son téléphone, espérant qu'elles pourraient résoudre le mystère. Ils sollicitèrent l'aide du FBI, poussant les autorités japonaises à récupérer les données du téléphone de Patty. L'engagement de la famille Murad à retrouver Patty ne faiblit pas. Ils restèrent en contact avec les autorités, les pressant de garder l'affaire ouverte. Cependant, leurs ressources financières s'épuisaient. La recherche avait déjà coûté plus de 125 000 $ et la famille devait parfois se contenter de nouilles instantanées pour économiser. Malgré les coûts croissants, ils étaient déterminés à la retrouver. Murphy, le principal point de contact pour les efforts de recherche, coordonnait avec la police japonaise et les équipes de recherche privées. Elle partageait des mises à jour sur les réseaux sociaux, tenant les supporters informés et mobilisant davantage d'aide. Des bénévoles locaux japonais et des supporters du monde entier contribuèrent à la recherche, offrant de la nourriture, des moyens de transport et participant même aux recherches. Le 7 mai, les autorités locales interrompirent officiellement leurs recherches, faute de preuves. Malgré cela, Kirk et Murphy continuèrent à aller de l'avant. Kirk souligna qu'il n'abandonnerait pas tant qu'il n'aurait pas de réponse. La famille continua à collecter des fonds et à maintenir l'histoire vivante dans les médias, espérant que quelqu'un pourrait fournir de nouvelles informations. Début juin, les efforts de recherche durent être suspendus en raison de l'épuisement des fonds. Mais la famille Murad ne perdit pas espoir. Kirk exprima sa gratitude pour le soutien mondial qu'ils avaient reçu. « Il y a tellement de personnes merveilleuses sur cette planète, cela a en quelque sorte restauré notre foi en l'humanité. Des gens que nous ne connaissions même pas ont offert de leur temps, ils nous apportent de la nourriture, ils nous conduisent partout, ils n'ont rien demandé en retour. » Alors que la famille luttait contre le manque de clôture, elle commença à se concentrer sur la création d'une procédure standard pour les recherches lorsque des personnes disparaissent à l'étranger. Kirk voulait aider d'autres à éviter les difficultés qu'ils avaient rencontrées. « Nous voulons trouver des réponses, nous voulons la retrouver », a-t-il dit. Il croyait que de meilleurs protocoles et outils, comme des dispositifs de localisation Bluetooth, pourraient aider à prévenir de telles disparitions à l'avenir. Malgré les défis écrasants, la famille Murad resta optimiste. Ils restèrent en contact avec les autorités, espérant une percée qui pourrait les conduire à Patty. La recherche ne concernait pas seulement le fait de la retrouver, mais aussi d'apporter une clôture à leur famille et de s'assurer que d'autres familles n'aient pas à traverser la même épreuve.